Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Nous sommes sur le live de 12h30. Ce sera le dernier de l'année. J'aurai donc la chance de vous souhaiter, même s'il y a encore des émissions évidemment dans l'après-midi et la soirée, j'aurai la chance de vous souhaiter aujourd'hui, avant tout le monde, ou en tout cas un des premiers, nous l'avons déjà fait dans la matinale, un excellent réveillon de fin d'année. Et demain à 12h30, je serai présent à nouveau pour vous fêter et vous souhaiter une excellente année 2025. Nous sommes encore en 2024. Le compte à rebours est lancé. Nous avons appris hier, par une indiscrétion de France Info, que la Cour de justice de la République avait clos l'affaire que l'on appelait mise en danger de la vie d'autrui, qui concernait trois ministres qui, pendant l'exercice de leurs fonctions, donc seule la Cour de justice de la République pouvait les juger, c'était Véran, c'était Buzyn et c'était Philippe, Édouard Philippe, le Premier ministre, et les deux ministres qui ont officié durant la crise sanitaire. Eh bien voilà, la décision est prise. On n'est pas encore sur un non-lieu, mais c'est tout comme, puisqu'ils n'ont décidé de ne mettre en examen personne. Donc la clôture va être vite faite, puisque si vous n'avez pas d'accusé, c'est que vous n'avez pas de fait d'accusation permettant de juger ensuite des personnes. Donc on imagine bien que le non-lieu sur cette mise en danger de la vie d'autrui par le Premier ministre en 2020, le Premier ministre de l'époque, et ces deux ministres qui se sont succédés, et là en pleine tempête, soi-disant pour aller à ce moment-là sur la conquête de la mairie de Paris. On a vu le résultat. Et Monsieur Véran, ni l'un, ni l'autre, ni le maire du Havre n'ont été d'aucune manière finalement inquiétés. C'est encore mieux que l'amnistie, parce qu'on amnistie quelqu'un qui a été condamné. C'est le non-lieu absolu. Circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont fait merveilleusement leur travail. On pourra le coupler durant cette émission à le pognon de dingue qui a été dépensé durant cette époque, et la dette globale de la France qui, en l'espace de 7 ans, de 2017 à 2024, a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros. Été examiné devant la commission d'enquête des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, le divin Bruno Le Maire lui-même, qui disait: quelle indignité de me reprocher quoi que ce soit, et de coupler d'ailleurs une partie de cette dette avec la crise sanitaire, en disant: nous avons fait tout pour sauver le pays, comment peut-on ainsi éventuellement nous mettre en examen? Ils ne sont ni responsables ni coupables. On va parler de ça dans un instant, après nos petites annonces habituelles. Évidemment, chers internautes, la revue, une semaine de gratuité pour s'abonner à la revue de géopolitique profonde et accéder aux espaces privés, formation sur la finance décentralisée. Et puis, parce que je suis toujours à la caféine, le mug. Vous avez aussi, donc, vous voyez, le pull. Je suis habillé en produits dérivés de géopolitique profonde ce midi. Donc, vous avez la boutique de géopolitique profonde si vous souhaitez vous faire soit un petit cadeau à vous-même, ce qui n'est pas interdit, soit en faire à vos proches. C'est les étrennes. L'épiphanie, c'est dans quelques jours. Les rois mages arrivent, alors si vous voulez imiter ces rois mages, vous pouvez acheter et faire des cadeaux. N'hésitez pas. À mon avis, c'est d'ailleurs plus logique de faire des cadeaux quand on est dans l'esprit chrétien à l'épiphanie qu'à Noël. Le cadeau de Noël, oui, c'est l'enfant Jésus, c'est notre enfant intérieur, c'est notre naissance, notre seconde naissance. Ainsi va le christianisme. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà comment, encore un bel adage. Et alors ça, nos ministres, nos premiers ministres, nos présidents savent cela. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Commençons donc par nous gracier. Commençons donc par nous juger ni responsables ni coupables, mais d'assumer. On va voir un peu la différence qu'il y a d'ailleurs
chez ces paltoquets, ces perroquets de j'assume, mais je ne suis ni responsable ni coupable. Faire une petite genèse déjà de cet adage avant d'évoquer précisément ce que l'on pourrait pourtant bien reprocher à ces ministres, même si c'est vrai que la saisine de la Cour de justice de la République était très limitée et que d'autres procès arriveront, espérons-le, puisqu'il s'agissait là surtout d'éventuellement les incriminer sur le cafouillage du masque. Faut pas porter le masque, ça sert à rien. Faut porter le masque, sinon vous allez récupérer une amende, et même plus si vous persévérez. Le confinement, on enferme tout le monde. C'est vrai que pour éviter la contagion, coller tout le monde dans un endroit le plus restreint possible, en termes de virologie, c'est vachement indiqué. Donc tout ça, évidemment, ils ne sont pas responsables, tenus responsables de rien, pas tenus responsables de n'avoir rien prévu, pas tenus responsables non plus de tout ce qu'on pourrait leur reprocher sur la façon dont un narratif de la peur a pu s'installer dans ce pays. Mais évidemment, ça, c'était au-delà de la saisine de la Cour de justice de la République. On rappelle d'ailleurs que s'il y a eu saisine, c'est parce que dans un premier temps, et entre autres, Madame Buzyn s'est déclarée irresponsable sur le plan civil et pénal. Qu'à cela ne tienne, eh bien, la Cour de justice de la République a été saisie, sachant que la Cour de justice de la République, c'est 2 magistrats professionnels, et puis sinon, ce sont des élus. Donc évidemment, copains comme cochons, copains et coquins se sont déclarés le non-lieu. Puisque de toute façon, on est bien d'accord que c'est l'ensemble de la classe politique qui pourrait être mise en cause dans cette plus que douteuse affaire sur laquelle on n'a pas fini. On est le seul pays, d'ailleurs, à être dans cette situation, ce déni, ce refus d'admettre une quelconque responsabilité. On voit ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique actuellement. Les procès commencent à s'accumuler et les plus hauts responsables seront inquiétés. S'ils ne l'ont pas déjà été, croyez-moi, après le 20 janvier, ils le seront plus encore, surtout avec un Bob Kennedy Jr., ministre de la Santé, avec des compétences extrêmement élargies, qui sera probablement confirmé de toute façon par le Sénat américain et la Chambre des représentants. Donc, ils vont avoir fort à faire aux États-Unis. Mais évidemment, c'est plus long chez nous, c'est étrange. Est-ce que nous allons devenir une espèce de... après la chute de l'Union soviétique, est-ce qu'il restera des isolats comme il en est resté avec des pays comme la Roumanie, quelques dictatures communistes exotiques? Aurons-nous la même chose? Aurons-nous cette chance d'avoir en France, alors que tout est en train de se casser la gueule dans le monde occidental? Resterons-nous une des dernières places fortes grâce à notre classe politique et à notre élite corrompue? Resterons-nous une des dernières places fortes? Et faudra-t-il aller au-delà d'une révolution pacifique pour nous débarrasser un jour ou l'autre de ces gens-là? On verra, l'avenir le dira, et il le dira peut-être dès 2025. Alors, quel bon adage! Responsable, coupable, pas responsable, pas coupable. Ça part d'où, cette histoire? D'une affaire particulièrement dégueulasse, sur lequel, comme sur le reste, on n'a jamais eu personne, ou pratiquement, ou un lampiste ou deux, de condamné. C'est la terrible affaire du sang contaminé. 1984, Georgina Dufoy, ministre de la Santé de l'époque, incriminée pour des questions liées à des choses quand même sur lesquelles on n'a aucun doute. C'est comme l'affaire de l'amiante, vous savez, l'amiante. Aucun condamné en France aujourd'hui. Aucun. Zéro. Ça fait depuis la fin du 19e siècle. Ça a fait un bail. Ça fait 140 ans, 150 ans qu'on connaît la nocivité de l'amiante. Alors qu'on ait fait même dans les églises, j'ai eu à connaître cela, des flocages en amiante à la fin du 19e siècle, en 1900, passe encore. Qu'on ait continué avec la politique du tout amiante pendant tant d'années, que personne, avec les morts, avec tous ces cancers de la plèvre, tous ces malheureux, toutes ces familles décimées, que l'on n'ait jamais trouvé un coupable, comme s'il ne le savait pas. Il le savait depuis longue date. Le sang contaminé, donc, pour revenir à nos moutons. 1984, donc, il y a quand même des prescriptions. On sait bien qu'il y aurait bien un virus qui se baladerait dans le sang et qu'il faudrait, quand on fait des transfusions, peut-être bouillir en prévention le sang. Mais en même temps, évidemment, derrière, il y a des combats de titans, déjà des laboratoires pharmaceutiques, et puis des intérêts. Alors là, peut-être plus nationaux qu'internationaux, il est vrai, à l'époque. Le monde était moins mondial.
si j'ose dire, au moins mondialiste. Mais il y avait une concurrence entre les Américains et les Français. Mais derrière, c'était des labos. Qui allait être le premier à trouver le test qui permettrait de détecter le sida dans le sang à l'époque. Mais mesure de précaution sur lequel on ne lésine pas en général. Vous avez un canard qui a la grippe aviaire, vous tuez tous les canards, ou sinon vous les vaccinez. Vous avez une vache qui a la vache folle, vous brûlez tout le troupeau. Mais là, non, pas de principe de précaution. On va revenir sur toutes les évidences scientifiques et on dira non, 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 allez hop, on peut transfuser tranquillement, tout va bien. Résultat, le drame et le scandale du sang contaminé. Alors après, évidemment, on va demander au ministre, au Premier ministre. On ne va pas jusqu'au président sur une affaire comme celle-ci. Bon, peut-être François Mitterrand à l'époque, mais Laurent Fabius, qui ne sera en rien inquiété. Regardez comme il se la coule douce aujourd'hui au Conseil constitutionnel, à la présidence du Conseil constitutionnel. Alors, il y aura un directeur de cabinet ou un directeur de cabinet adjoint qui vont être... C'est toujours pareil, c'est les lampistes, vous savez. C'est exactement la même chose, ou des membres de l'administration, le directeur général de la santé publique, qui lui sera inquiété. Là, il faut bien, voilà, c'est exactement le même mode de défense. Vraiment, il faut faire le parallèle avec Nono Le Maire, qui dit ah non non, c'est pas moi, on savait pas, c'est nos fonctionnaires qui nous ont pas dit qu'il y avait pas les recettes suffisantes. Ben bien sûr, on va les croire. Donc là, c'est plus ou moins la même histoire. C'est-à-dire, on accuse des lampistes. Et qu'est-ce que va dire Madame Georgina Dufoy? Alors ça, c'est intéressant. Madame Georgina Dufoy, elle va dire responsable, mais pas coupable. Vous savez, c'est un peu responsable, mais pas coupable. Pour moi, c'est déjà un scandale absolu. C'est une désactivation de tout principe de justice. C'est un peu, pour, si vous me permettez cette image, la justice avec sa balance, mais sans son épée. Eh ben ça va, hein, elle peut, la justice avec sa balance, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Ah oui, vous êtes responsable quand même, c'est pas bien. Mais étant donné qu'elle n'a pas l'épée de la justice, l'épée qui peut trancher, évidemment, eh bien vous n'avez rien à craindre. Ça explique pourquoi je peux m'en laver les mains. Toc, toc. Voilà, c'est comme ça. Et c'était donc les socialistes, 1984, c'est-à-dire la date aussi du livre d'Orwell écrit en 48, qui est l'inversion évidemment de 84. On s'en lave les mains, même si on se considère comme responsable. Ce qui veut dire qu'éventuellement, il pourrait y avoir une responsabilité politique qui est au moins, on va dire par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, une sanction politique, électorale, en disant voilà, ils sont peut-être pas coupables, mais quand même, ils ont fait preuve de négligence, ils n'ont pas été à la hauteur de la situation, en conséquence de quoi nous allons les punir politiquement. Ce qui est arrivé en 86 avec la cohabitation et la victoire à l'époque de la droite face aux socialistes. Ce n'est probablement pas suffisant. On voit bien déjà comment a été désactivé. Vous savez, c'est un petit peu comme les signes astrologiques de la Vierge et du Scorpion. Retirez le dard du Scorpion, vous avez la Vierge. Bon, ben voilà, c'est pareil. C'est une justice virginale, une justice qui ne sanctionne pas, qui vous dit juste que vous êtes, que vous n'êtes pas bon et que votre responsabilité est engagée. Pourtant, la responsabilité, c'est le principe même de la liberté. Mais elle se fait dans le cadre de la loi. Quelle est la différence finalement entre quelqu'un qui se juge responsable et quelqu'un qui dit j'assume? Eh ben, c'est la différence qu'il y a entre un homme sain et un pervers. Le pervers, il n'est ni responsable ni coupable, mais il assume. Ce qu'il dit en cela, c'est il dit ma loi est ma loi et ta loi est ta loi et c'est pas la même. Moi, je peux me permettre, donc j'assume d'être un véritable salopard. Par contre, en inversion, voire même en inversion accusatoire, c'est toi qui vas être accusé parce que la loi, Lacan disait, la perversion, c'est le double versant de la castration. Celui qui est victime du pervers est castré, le pervers ne se considère pas castré, il ne subit pas la castration de la loi, donc il n'est pas confronté à sa responsabilité. On ne parle même pas de sa culpabilité, même sa responsabilité, qui est aussi un rapport à la loi. Hein, on est responsable par rapport à une loi verticale, une loi commune, une loi générale, mais une loi quand même, une éthique qu'on appelle, et que Max Weber appelait l'éthique de responsabilité, par exemple. Donc ni responsable ni coupable, eh bien c'est ce à quoi nous aboutissons aujourd'hui dans ce jugement inique, même s'il n'a pas encore été prononcé, on peut le présumer ainsi, puisque voilà, on passe du sang contaminé, du scandale du sang contaminé à la crise sanitaire et des ministres qui n'assument rien,
C'est un peu la même règle que les pharmaceutiques, pour qui il n'y a bien évidemment jamais eu et il n'y aura jamais, car ça n'a aucun rapport, d'effet indésirable par rapport aux injections. Ça, c'est impossible. C'est une règle d'or, c'est une règle d'airain, hein, il faut le savoir. Ça n'a aucun rapport. C'est l'équivalent du pas d'amalgame en matière de loi de politique sur la cagophobe, vous savez. Hein, le phobe est celui qui fait des amalgames. Il ne faut pas faire. Celui qui a des sentiments. Hein, il y a le sentiment d'insécurité, le fantasme d'insécurité, mais mais non, non, non. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, bah là, c'est pareil. Hein, il n'y a aucun effet qui ne puisse pas être profondément désiré par les uns et par les autres, tout comme nous désirions profondément, tellement nous les aimons, les Véran, les Buzyn et les Édouard Philippe. Édouard Philippe qui vient d'être, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est intéressant. Voilà, un homme qui est encore un Mozart de la finance, hein, un homme d'État, un homme rigoureux. Il a, semble-t-il, pas été très rigoureux avec sa mairie du Havre. On sait que c'est un héritier, Édouard Philippe. C'est pas un politique de haut rang, de haute volée, croyez-moi. Hein. C'est un type qui a profité de son mentor, qui lui avait libéré la ville du Havre du communisme. C'était Antoine Ruffnac, le protestant Antoine Ruffnac, qui était un des directeurs de campagne d'un proche de Chirac. Et donc, il a fait de son dauphin Édouard Philippe, qui, entre autres, à la ville du Havre, était chargé d'affaires liées à l'immobilier, liées à la restructuration de certains quartiers, sur lequel il est aujourd'hui mis en examen. Donc les affaires ne sont loin d'être finies pour monsieur Édouard Philippe, et pour cause, même s'il espère peut-être à nouveau pouvoir s'en tirer à peu de frais. Mais là, en tout cas, voilà, il est jugé comme ayant non seulement ni responsable ni coupable de quelque chose qui n'était pas prévisible. Hein, ça, c'est les fameuses formules de Macron à chaque fois qu'il est en difficulté. Mais qui aurait pu le prévoir? Ah, mais oui, ça alors, qui aurait pu le prévoir? Bah, c'était même peut-être même pas à prévoir. Certains disant même qu'il n'y a rien eu. Passons, il y a ce qu'on peut dire, il y a ce qu'on ne peut pas dire. Donc, par contre, ça n'a pas empêché de découvrir à ce moment-là que s'il y avait une sérieuse pandémie, bah, tout avait été jeté aux orties, hein, que les cabinets de conseil de type McKinsey sont pas là pour organiser de façon rationnelle la réaction d'un État structuré par rapport à une menace qui pourrait peser sur sa population. Elle est uniquement là pour communiquer. Donc l'argent, on l'a fait passer, je dirais, de ce qui est le rôle et les fonctions d'un État à de la pure communication. Et on a vu de quel narratif et quelle communication de la peur on a pu nous abreuver pendant tout ce temps. Donc on peut en effet raisonnablement crier au scandale que de voir ces personnes échapper là où partout dans le monde il y a des remises en question. Encore une fois, je le dis, hein, est-ce que c'est Paris va être bientôt Tirana, il y a encore une dictature exotique en plein cœur de l'Europe. Lorsque l'Europe sera libérée de l'occidentalisme, des néoconservateurs, d'une prison des peuples, est-ce que la France restera le dernier des forcenés? On peut commencer à se poser la question pour 2025, hein, parce que partout dans le monde, je dirais, de façon plus ou moins forte, il y a des remises en question de ce qui a été fait, même dans les médias. Il n'y a plus qu'en France qu'on considère qu'on a été parfait. C'est pour ça que je dis souvent, quand sur le plan médiatique, eh bien nos journalistes donnent l'exemple à des pays tels que aux journalistes de gens de Corée du Nord, par exemple. Je pense que là, vraiment, on a dépassé l'entendement, puisque, évidemment, et d'ailleurs, il n'y a aucun commentaire, hein, aucun commentaire désagréable, c'est comme ça. On ne voit pas où est le problème avec des gens aussi responsables. Alors, qu'est-ce qu'on peut rappeler quand même sur le dossier de Madame Buzyn? Tiens, on peut rappeler, on va faire attention à ce qu'on dit, évidemment, mais on va quand même préciser 2-3 petites choses là concernant cette brave dame. C'est par exemple ce qu'elle a inscrit, ce qui était pourtant assez courant, hein, quand on allait par exemple en Afrique, qu'on craignait le palu, on prenait un certain médicament. Oh! Enfin, c'est pas qu'il était interdit, hop, on le classe, parmi les produits vénéneux. Donc ça, bah, ça bloque un peu les choses, vous voyez? Donc c'est tout un tas de mesures déjà avant.
chez la ministre de la Santé, sur lequel on n'interrogera jamais non plus les éventuels conflits d'intérêts. Je ne vous parlerai pas de son mari. Voilà pour la ministre qui part en cours de route, qui abandonne le navire en cours de route. A-t-elle été en fait finalement exfiltrée? On peut se poser la question, est-ce que c'était vraiment, espérait-elle vraiment pouvoir conquérir la mairie de Paris, ou est-ce que c'était pas un moyen, au vu des sérieuses casseroles qu'elle avait, hein, si vous me permettez l'expression, allez, je dirais pas là, au C, 3 petits points, qui fait que on n'a pas voulu la garder et qu'on ait envoyé un autre, quelqu'un qui lui ne tardait pas à espérer être un jour ministre, c'est-à-dire Olivier Véran, qui évidemment est devenu ensuite porte-parole quand il a fallu l'exfiltrer à son tour. Je rappelle quand même qu'il y a eu entre 8 et 10 ministres de la Santé pour quelque chose qui est si essentiel que c'est un changement complet du monde, paraît-il, à les écouter, que cette crise sanitaire 2020. C'est dire combien on attache de l'importance à ce ministère en France pour en arriver à avoir 10 ministres en 10 ans, ou pratiquement, peut-être que j'exagère, à 1 ou 2 ministres près, il faudrait comptabiliser. Mais en tout cas, c'est à peu près ce à quoi nous aboutissons. Donc, Monsieur Véran, lui, va être en charge de l'ensemble de la crise. Alors, les foins de contradiction, on sait que Maître Divisio avait été particulièrement en pointe sur cette histoire du masque. À savoir, est-ce qu'il faut emporter ou ne pas emporter. On s'est rendu compte que les stocks avaient disparu. On se rend compte, les militaires l'ont dit, il y avait normalement un programme spécifique, si réellement il y a une crise très sérieuse, avec un programme à mettre en application immédiate dans l'urgence. Et on s'est rendu compte que, ils avaient perdu, semble-t-il, le plan. En tout cas, ils ne l'ont jamais fait appliquer. Maintenant, McKinsey, c'est tellement mieux que la réalité du terrain. Et puis, voilà, plus de masse, plus rien. Il avait fallu ensuite les racheter à prix d'or. Mais dans un premier temps, je rappelle tout de même qu'on nous avait expliqué que ça ne servait à rien. Évidemment, tant qu'on n'en avait pas, ça ne servait strictement à rien. Ces masques, ça ne sert à rien. On vous dit, on allait même, tenez-vous bien, jusqu'à menacer de sanctions pécuniaires, voire pire, ceux qui avaient le malheur, par exemple, d'offrir des masques. Je rappelle que le même Moujon, excusez-moi de dire que là, Moujon, un certain de nos concitoyens qui nous reprochaient au début de la crise, quand en effet on pouvait éventuellement avoir un petit doute, de porter un masque, en disant mais vous n'avez pas besoin de porter de masque, vous êtes anxiogène. Eh bien, 2-3 mois après, mais étaient tous doublement masqués. S'ils pouvaient en mettre 3 même, ils en auraient mis 3. Donc ce sont, voilà, c'est-à-dire combien l'influence du narratif, combien tout ça peut être détestable. Donc voilà comment finalement ils ont réussi à changer de pied, mais sans être jamais responsables. Alors là, j'avoue que pour la justice, je ne sais pas. De deux choses l'une. Moi, on va pas parler du virus en lui-même, sa nocivité. C'est pas le sujet là. De deux choses l'une. Ou bien il fallait pas de masque, ou bien il fallait des masques. Mais dans les deux cas, il y a eu un changement de discours complet. Donc j'aimerais comprendre comment il est possible que n'ait pas été mis en cause. C'est d'une logique imparable. Hein. Si, puisqu'on semble nous dire, oh là là, il fallait des masques, il fallait des masques, il fallait des masques. Quand la crise s'est déclarée, il n'y avait pas de masque. Ben, je ne sais pas. Comment ça se fait, monsieur Philippe, qu'il n'y avait pas de masque, madame Buzyn, monsieur Véran? Moi, je reste totalement neutre sur le reste. Après tout, je vais faire comme les autres, je vais dire, je ne suis pas médecin. Mais par contre, j'ai de la logique. Donc moi, je pose la question aux politiques et aux magistrats qui ont décidé de ne mettre personne en examen sur ce simple fait, soyons basiques, simple, sans aller au-delà, sur lequel on pourrait en plus avoir à subir les conséquences. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc moi, ce que je comprends très bien, par contre, c'est que le ni responsable ni coupable, il les concerne eux. Ils ne sont jamais ni responsables ni coupables. Par contre, vous et moi, par contre, le médecin de base, il est non seulement responsable, mais il est coupable. Il est coupable s'il ose d'ailleurs imaginer autre chose que ce que dit l'État. Et en tout cas, il est responsable. Combien de médecins envoyés devant le Conseil de l'ordre qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur métier, leur vocation d'ailleurs, parce que souvent, et surtout et en particulier ceux qui ont été justement suspendus, eh bien, ce sont des gens qui ont gardé cette vocation, hein, qui se souviennent du serment d'Hippocrate, ne pas nuire.
en aucune circonstance, qui ont préféré en effet le sacrifice de leur métier, de leur vie sociale parfois, de leur renommée, de leur notoriété, on pense à Raoult par exemple, de dire plutôt la vérité que de se coucher devant les autres. Donc eux, par contre, nous sommes, hein, celui qui n'aura pas son passe vaccinal, celui qui n'aura pas son masque, celui qui, eh bien, d'une façon ou d'une autre, ne sera pas d'accord avec ce qu'il faut faire, lui, il sera et responsable, et coupable, et condamné. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.